Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Alice. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Alors, on a parlé de plein de sujets depuis ce matin, super intéressant, plein d'insights sur l'entrepreneuriat, comment on scale, comment on pilote des équipes, le financement, l'importance de prendre le pain en compte, évidemment, des clients depuis le début, mais pas encore de la marque. Donc, c'est ce dont on va parler avec toi, Alice, aujourd'hui. Alice, donc, merci d'être ici, venue, ça fait le déplacement Paris pour nous. Donc, tu es VP Brand et créatif chez Welcome to the Jungle. Très rapidement, ton parcours... super parcours, puisque tu as travaillé à la fois chez Bouygues, Ricard, L'Oréal, tu me dis si je me trompe. Tu es passé en agence, tu veux compléter? Alors, Bouygues, Ricard, L'Oréal, effectivement, j'ai travaillé un peu chez eux. Et en fait, globalement, j'ai passé 9 ans en agence publicité, chez BETC et chez Marcel. Et après, je suis passée côté annonceur, où j'ai travaillé pendant 3 ans chez Klépierre comme brand manager Europe. Et ensuite, j'ai dirigé la marque au niveau européen pour Made.com. Et après, je me suis mise en freelance quand la boîte a fermé, parce que j'ai aussi vécu une boîte qui ferme. Et j'ai rejoint Welcome il y a 7 mois. Ouais, donc ce qui te permet d'avoir de vivre l'aventure marque côté annonceur et agence, donc super intéressant. Welcome, donc en quelques chiffres, en 2023, c'était 3 millions de visites uniques mensuelles, assez énorme, donc bravo pour ça déjà, et plus de 5000 clients référencés et un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, et tout ça sans campagne marketing. Absolument. Et ça va faire 10 ans, l'année prochaine, ça fera 10 ans que vous existez, donc bravo. Et donc là, le 8 janvier, vous avez lancé votre première campagne, mais pourquoi la faire en fait si ça marche sans campagne marketing? C'est un peu ma première question, Alice. C'est une très bonne question. En fait, Welcome, c'est une marque qui s'est créée en 2015 et a grossi de manière organique et a bien grossi, effectivement, pendant 8 ans. En 2015, quand Bertrand et Jérémy ont créé la marque, à l'époque, peu de personnes s'interrogeaient sur le monde du travail tel qu'il était et surtout tel qu'il allait devenir. Et ils se sont mis à travailler là-dessus, mais 8 ans après, les choses ont quand même beaucoup changé. Et aujourd'hui, il n'y a pas une journée où j'ouvre pas un magazine, lifestyle, grande conso, etc., qui ne traite pas de ce sujet-là, du sujet du monde du travail. C'est vraiment devenu un sujet de société. Et c'est devenu un sujet qui est complexe et qui est excessivement chahuté. 8 ans après, la catégorie aussi a beaucoup changé parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de concurrence. La concurrence aussi est beaucoup plus agressive. Donc en fait, on peut tout à fait se développer de manière organique et croître de cette façon-là. Mais à un moment donné, il est vrai, on arrive à une forme de plafond et on a besoin de traverser ce plafond et d'accélérer. D'accord. Donc du coup, quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes finalement quand vous lancez une telle campagne ? Nous, quand on lance cette campagne, la première chose, c'est de pouvoir accélérer notre notoriété. Parce que Welcome to the Jungle, aujourd'hui, quand on en parle, dans le secteur, les gens connaissent, mais dès que l'on quitte Paris et sa région, notamment d'ailleurs, tout de suite, ah bon, mais Welcome, qu'est-ce que c'est? Une fois sur deux, on me dit, mais tu me parles de la chanson des Guns? Oui, mais non. Voilà, donc c'est d'abord et avant tout un enjeu de notoriété et de faire connaître Welcome et de faire connaître la première verticale qui est, on a une plateforme de recherche d'emploi. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est de reprendre de la distance par rapport à la compétition. Parce qu'encore une fois, il y a 10 ans, quand on s'est constitué, on était quasiment les seuls. Et aujourd'hui, puisque c'est devenu un sujet de société, tout le monde s'en empare, il y a un effet de rattrapage et tout le monde finit aussi par dire peu ou prou la même chose. Donc on a aussi la volonté de remettre de la distance et de réaffirmer ce en quoi on croit. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait cette campagne. Oui, c'est finalement consolider consolider votre positionnement, savoir qui vous êtes. Ouais. Qu'est-ce que votre marque représente aussi. Et si on revient justement sur le sujet de la marque, avant de creuser un peu ce sujet-là, c'est quoi une marque? Comment on définit la marque? Il y a 1000 interprétations possibles, donc quelle est la tienne? Il y a 1000 façons de répondre sans doute, donc ça c'est ma réponse, mais c'est pas la vérité. Je pense qu'une marque c'est un repère et un rôle. D'ailleurs quand Leclerc crée la marque repère, ils ont tout compris. Vous vous retrouvez dans un rayon de supermarché aujourd'hui, franchement, c'est l'angoisse. Quand tu veux juste acheter du riz, tu as 50 propositions.
Donc évidemment, à un moment donné, quand tu as la marque repère, tu fais « Ok, je vais prendre ça » et tu réfléchis pas. Donc pour moi, la marque, c'est vraiment le phare dans la nuit, quoi. C'est ton repère et c'est ce qui, d'un point de vue conso, permet de savoir un petit peu vers quoi te diriger, et même en interne permet aussi d'accompagner tes collaborateurs pour avancer. Et puis c'est un rôle, parce qu'une marque n'a d'intérêt que si elle résout un problème et si elle joue un véritable rôle dans la vie des gens. Sinon, en fait, elle ne sert à rien et autant passer à autre chose. Combiné au produit, je pense. Effectivement, puisque tout part du produit qui font la force. Ouais, tout à fait. Je partage ce point de vue-là. Après, c'est pas si facile à mettre en application. Et peut-être pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont encore en phase early stage et qui veulent construire leur entreprise et construire leur marque, comment on s'y prend ? Est-ce que tu as quelques tips à partager ? Quels sont les fondamentaux, finalement, pour développer une marque dès le début ? En fait, moi, ce que j'adore, et je pense que c'est pour ça que ça fait 15 ans que je fais ce métier et que pour rien au monde, j'en changerai. Quand je vois autour de moi tous mes potes qui changent et qui font plein d'autres choses hyper intéressantes, moi, à chaque fois, je suis là, genre, non, mais moi, je continue. En fait, la marque, c'est le sujet de l'entreprise. C'est une question qui est très simple, c'est pourquoi on se lève le matin ? Pourquoi on fait ce qu'on fait ? Et en fait, c'est beaucoup de bon sens, mais avant tout, d'un point de vue, je dirais, s'il fallait donner un peu une méthodologie. Ouais, comment tu t'y prends ? Tu crées une boîte, comment tu crées ta marque ? En fait, d'abord, tu poses la question de pourquoi tu as créé cette boîte ? Quelque part. Pourquoi tu as décidé de créer ce produit ? Pourquoi tu as décidé de créer ce service ? Donc c'est une histoire de proposition de valeur. Donc ça dépasse, c'est vraiment au carrefour de la marque et de l'objet de l'entreprise, quoi. Et puis après, il faut à un moment donné être très clair sur ce que moi j'appelle le mythe fondateur de la marque. Et ce mythe fondateur, il ne faut pas le perdre de vue. Donc on crée sa boîte et on crée un objet, quel qu'il soit. Et en fait, cet objet, au fur et à mesure qu'on va grandir avec, il faut absolument le conserver. Il va évoluer, parce qu'une marque, c'est un objet vivant, donc il va changer, il va muter, etc. Mais il faut toujours regarder et se dire, mais à l'origine, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai décidé un matin de me lancer dans cette aventure ? Donc c'est vraiment du bon sens. Et une fois qu'on est très clair sur ce mythe fondateur, la marque, c'est un exercice de répétition. Mais tu penses qu'il faut penser la marque, justement, dès le début ? Ouais, alors, chez vous, chez Welcome to the Jungle, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt, puisque justement, on voit que c'est un sujet qui a été pris de manière très, très tôt par le cofondateur Jérémy Cléda, parce qu'il était hyper sensibilisé à ce sujet-là. Est-ce que tu conseillerais à tous ceux qui veulent créer une entreprise, justement, de s'approprier ce sujet dès le départ ? Oui, parce que je pense qu'il ne faut pas confondre marque et campagne publicitaire, par exemple. Nous, la marque, depuis le premier jour, on l'a pensé chez Welcome et on a fait notre première campagne de pub 9 ans après. La marque, c'est encore une fois réfléchir au bien fondé de tout ce qu'on fait. Et le problème, quand on n'y réfléchit pas, c'est qu'à un moment donné, le produit seul ne suffira plus, le fonctionnel seul ne suffira plus, et on atteindra un plafond. Et pour traverser ce plafond, il va bien falloir aller chercher autre chose. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, chez Welcome to the Jungle, le fait d'avoir pensé la marque dès le départ, ça a un vrai impact sur le développement de l'entreprise ? Ouais. En fait, une marque, ça se rattache aux notions de branding. Le branding, c'est un certain nombre d'éléments qui sont constitutifs de votre marque. Donc, c'est aussi bien le fond que la forme. Et c'est aussi bien effectivement les éléments de langage, ce qu'on appelle le tone of voice, la façon dont vous parlez aux gens, etc., que le visuel. Une marque, moi je me rappelle quand je travaillais en agence, on m'avait dit, quand on me formait, une marque Alice, c'est d'abord une couleur. Quand vous pensez à BNP, c'est le vert. Quand vous pensez à Société Générale, c'est le rouge. Welcome, c'est le jaune. C'est vraiment une couleur. Et une fois que vous possédez déjà cette couleur, vous possédez quelque chose de très, très fort. Et ensuite, c'est effectivement des assets créatifs, une typographie, un logo, un symbole, etc., etc. Donc, c'est un territoire créatif et c'est un territoire de langage. C'est la façon dont vous racontez vos messages, la façon dont vous vous exprimez et la façon dont vous voulez véhiculer finalement la philosophie de votre entreprise. Et ensuite, une fois que vous avez posé cette marque et mis un visage, finalement une personnalité à l'entreprise grâce à cette marque, comment tu arrives à l'insuffler en interne, ce qui est quand même, avant d'aller vers l'externe, je pense que je passe mon temps à marteler que l'interne est le pilier de l'externe, mais comment vous arrivez à l'insuffler, à le faire vivre à faire vivre cette marque en interne pour qu'elle soit acceptée, surtout quand c'est une entreprise qui grandit. Il faut arriver à suivre le rythme et à continuer à faire vivre l'esprit de la marque.
En fait, et c'est pour ça que je dis qu'il faut jamais perdre de vue son mythe fondateur, parce que la marque, c'est quand même un exercice par moment qui se fait en chambre. Donc, tu es un peu obligé de t'isoler et de faire ça en équipe réduite. Et donc après, quand tu ouvres la porte et que tu partages le travail que tu as fait, si tu as perdu de vue ton mythe fondateur, non seulement, je le disais, tes consos, tu vas les perdre, mais l'interne ne va pas se retrouver, ne va pas s'identifier, ne va pas pouvoir se réapproprier la marque. Et puis une marque, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui doit vivre et qui doit pouvoir être partagé et partageable. Donc après, il y a un certain nombre d'actions très concrètes comme des guidelines, des brand books, pour que les gens puissent comprendre stratégiquement pourquoi on en est là et ensuite opérationnellement comment on le déploie. Mais la marque ne doit pas non plus rester uniquement aux mains d'un tout petit groupe resserré de personnes, quoi. Mais je trouve que le challenge, c'est de la faire accepter, enfin qu'elle soit comprise en interne, acceptée et ensuite diffusée en interne et en externe. Ouais, absolument. Après, je sais pas si normalement, si le travail est bien fait, c'est pas un challenge en soi. Je trouve que c'est plus, en tout cas moi, c'est ma perception des choses, tu vois. Pour moi, si effectivement t'es passé par les différentes étapes, si quand même t'as été à l'écoute des personnes qui constituent la boîte, et au même titre que t'es à l'écoute des consommateurs, normalement l'objet que tu délivres résonne chez les gens et fonctionne, tu vois. Donc voilà, mais c'est certain que l'interne, c'est fondamental, parce qu'en fait, c'est les meilleurs ambassadeurs. Et franchement, chez Welcome, moi, je suis hallucinée de cette boîte. À chaque fois qu'on annonce quelque chose, mais pendant une semaine, mon LinkedIn est jaune. Parce qu'en fait, dans la boîte, tout le monde communique sur le sujet, quoi. Ils le font spontanément, ou est-ce que vous avez mis des choses spécifiquement en place pour générer ces comportements? On a un Slack qui s'appelle Advocacy, sur lequel on partage un petit texte avec le key visual pour les personnes qui veulent communiquer. Donc chacun s'en empare et fait ce qu'il veut, mais en fait je me rends compte que la plupart du temps, ils récupèrent le key visual et le texte, ils le font eux-mêmes, ce que je trouve très chouette, parce que la culture de marque est tellement forte chez nous que les gens ont l'habitude de parler de Welcome. Et donc, j'ai pas vu de sortie de route dans les prises de parole de la part des employés pour le moment. C'est magique. Franchement, c'est assez rare. Donc, tu as beaucoup de chance là-dessus. Et comment on fait? Donc là, on parle du côté interne. Souvent, on va travailler aussi avec des prestataires externes, voire des agences, notamment, j'imagine, peut-être pour faire la campagne que vous venez de faire récemment. Comment on fait pour faire insuffler, pour que cet esprit de marque soit aussi insufflé vers l'externe, vers une agence, par exemple? Alors oui, effectivement, nous on est passé par une agence, parce que chez Welcome on fait beaucoup de choses en interne, on a un énorme studio créatif, mais l'exercice publicitaire est encore un autre métier qui n'existe pas chez Welcome, et donc on est allé chercher une agence pour nous accompagner sur cette campagne. Et en fait, moi je crois beaucoup, mais sans doute peut-être parce que ça me vient de mon passé de publicitaire. Moi quand j'étais en agence, les campagnes ratées, c'était celles où en fait on les avait fait tout seul dans notre coin et où on n'avait pas discuté suffisamment avec le client. Et donc en fait, avec notre agence, on a passé 10 mois ensemble non-stop à d'abord les briefer de manière assez concrète, en leur partageant tous nos documents en interne, en leur expliquant pourquoi on faisait ce qu'on faisait, en organisant des rendez-vous avec les fondateurs pour qu'ils les écoutent et qu'ils s'imprègnent aussi de leurs éléments de langage, de discours, etc. Et en fait, on a passé, on s'appelait tous les jours. C'est une vraie relation. Et sans cette relation, l'atterrissage, à mon sens, est raté, quoi, sinon. Oui, donc finalement, c'est là où on revient sur le fait que la marque, la création de la marque, c'est aussi, ça s'installe sur du long terme. La marque, ça n'est que du long terme. Et c'est marrant parce qu'en fait, vous mettez 15 ans à créer une marque et vous mettez 2 minutes à la détruire. Et c'est ça qui est terrible avec la marque. C'est que il y a la temporalité de la marque et il y a la temporalité du business. Moi, quand je travaillais chez Made, un e-commerçant, je me rappelle débarquer dans le monde des e-commerçants et me dire « Waouh, ils monitorent à la minute près, quoi !» Et particulièrement en période de solde. Et je me disais, il va falloir que je leur dise à un moment donné que moi, c'est pas ça. Moi, je monitore pas à la minute près. Moi, je fais un brand tracker par an parce qu'en fait, la notoriété, la considération mettent beaucoup de temps à bouger. Beaucoup, beaucoup. Donc, effectivement, c'est... Combien de temps, tu saurais dire? Une marque pour s'installer from scratch, si tu as du budget et de la répétition, parce que ça passe par la répétition,
ça dépend, tu peux mettre entre 1 an et 5 ans, tu vois, facile, hein. 1 an, tu as des gros budgets. 1 an, tu as des gros budgets, on ne voit que toi, on n'entend que toi. Après, on te connaît. Est-ce qu'on te considère? Est-ce qu'on envisage d'utiliser ton produit ou ton service? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais non, la marque, c'est quelque chose qui prend un temps, c'est quelque chose qui prend un temps de fou, et c'est ça que je trouve très chouette, parce qu'il y a presque un travail d'orfèvrerie, quoi. Donc moi, je passe des heures à travailler les messages, à me dire attends, est-ce que c'est exactement ça qu'on veut dire? Est-ce que c'est ça qu'on va dire pendant des années? Tu vois, quand tu penses à Evian, moi j'ai travaillé pour Evian pendant pas mal de temps. Bah, Evian, la jeunesse, c'est une histoire de 20 ans. Hein. Ils ont après réinventé leur approche publicitaire, et ils ont raconté la jeunesse avec des bébés, d'abord avec de la natation synchronisée dans des piscines il y a super longtemps. Après, ils ont raconté les bébés rollers, et après, ils ont raconté le bébé à l'intérieur de toi qui est sur ton t-shirt. Mais pendant 20 ans, le seul message, c'était Live Young. Donc c'était la jeunesse, quoi. Et ça, si tu répètes pas un seul message pendant 20 ans... Donc c'est un investissement dans le temps. Oui. Et finalement, dans ce que tu viens de dire, pour moi, il y a 2 sujets. Il y a le côté monitoring. Oui. Ok, tu monitores pas à la seconde près, mais c'est quand même important. Donc comment on mesure une marque, l'impact de sa marque? Et deuxième point, finalement, quel est l'investissement nécessaire à mettre derrière une marque? Peut-être qu'il y a différents piliers, différents moments aussi dans la vie d'une marque. Est-ce que tu peux nous donner quelques insights là-dessus? Alors, les investissements, et peut-être après, je vais inverser les investissements, et peut-être après le monitoring et la mesure. Les investissements, encore une fois, c'est ce que je disais, il ne faut pas confondre campagne publicitaire et travail de la marque. Tu peux, avant même de faire une campagne publicitaire, déjà investir sur ta marque en faisant ce qu'on appelle le travail de plateforme de marque, qui est quand même un travail de fond et qui en fait renvoie à nouveau au sujet de vision d'entreprise, et c'est le why dont parlent souvent les Américains, mais c'est très vrai, le why, le what et le how. Donc c'est ta plateforme de marque, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais concrètement et comment tu le fais. Et puis après, dans tes éléments de marque, ça va être toute la méthodologie pour arriver à comprendre l'environnement dans lequel tu évolues, les attentes des gens aujourd'hui, mais surtout demain. Et puis toi, derrière, ta marque, ton mythe fondateur, comment est-ce que tu relis tout ça? Et après, effectivement, les autres investissements, à un moment donné, tu peux décider de vouloir faire une campagne, mais une campagne, t'es pas obligé tout de suite de faire de l'affichage ou de passer en télé. Hein. D'ailleurs, nous, on n'est pas passé en télé chez Welcome, parce que le ticket d'entrée, il est quand même un petit peu élevé. Donc voilà, donc tu peux aussi y aller étape par étape. Je pense que ça dépend de tes cibles aussi. Est-ce que c'est pertinent finalement d'aller en télé si tes cibles, il faut toujours penser aussi business et impact business, donc est-ce que ce channel-là est vraiment pertinent ou pas par rapport à ce que tu veux vendre? Alors la télé telle qu'elle est aujourd'hui en France par rapport à ma cible, à moi 18-34 ans, absolument pas. Moi, personne ne regarde la télé dans ma cible, point. Donc de toute façon, j'y serais pas allée. Sauf si c'était un sujet presque corporate, il faut aller en télé pour faire plaisir aux investisseurs. Ça, c'est un autre débat, mais ça arrive. Mais moi, en l'occurrence, effectivement, j'ai pas besoin d'aller en télé. Et donc là, en parlant de la cible, finalement, vous avez 2 types de cibles, B2B, B2C. Ouais. Ça peut être un challenge, et c'est le cas peut-être de certains d'entre vous ici, qui s'adressent à des cibles différentes. Comment on gère sa marque, comment on la pilote quand on a des typologies de cibles très différentes? Alors, une marque, ça doit quand même être... une marque, c'est comme une personne. Hein. Donc, en fait, une personne, elle a une seule colonne vertébrale. Ça, c'est quand même un truc hyper important. Donc, que ce soit B2B ou B2C, il faut quand même qu'on ait un tronc commun. Après, on va avoir des ramifications différentes et des éléments de langage différents en fonction des gens, effectivement, et des typologies de gens auxquels on va s'adresser. Mais moi, je dis aussi souvent aux gens avec lesquels je travaille, moi, quand je suis dans la vie, je suis Alice. Hein. Je suis une seule personne, une seule entité. Et en fait, j'ai pas une casquette B2B ou une casquette B2C. Donc, le travail que je fais de part et d'autre ruisselle de part et d'autre. Voilà. Évidemment qu'après, quand on s'adresse à nos clients Welcome versus à nos candidats, j'ai pas le même ton de voix. Là, la campagne qu'on vient de sortir où je raconte pizza, ananas, claquettes, chaussettes. Oui, je me suis adressée à des candidats de 18-34 ans. J'ai repris leurs codes pour raisonner par rapport à leur quotidien. C'est pas des codes qui correspondent aux codes des entreprises. Voilà. Donc, mais néanmoins, ce que je raconte, c'est choisissez l'entreprise faite pour vous. Et choisissez l'entreprise faite pour vous, c'est un message unique qui s'adresse aussi bien aux candidats qu'aux entreprises, hein, parce qu'en fait, c'est l'histoire de la rencontre. C'est ce moment où quand vous regardez, quand vous lisez une offre d'emploi, vous vous dites « Ah ouais, ils sont en train de me décrire, c'est un truc de dingue. En fait, ce job est pour moi.
Et à l'inverse, quand vous êtes l'entreprise qui recrute et que vous rencontrez un candidat et que vous vous dites à un moment donné, ah, mais en fait, c'est la personne que je cherchais, c'est parfait. Donc ça marche de part et d'autre, quoi. Pour que ça marche comme ça, est-ce qu'on fait des tests? Est-ce que tu testes ta marque, tes catchphrases, des choses comme ça, auprès d'un panel? Alors oui, on peut tester. Moi, j'ai jamais aimé ça. C'est vrai? Non. Pourquoi? C'est le saut dans le vide, sinon. Parce que quand j'ai démarré en agence, j'avais lu la biographie de Steve Jobs qui disait les gens qui prétestent sont des gens qui n'ont pas de conviction. Et je m'étais dit, c'est pas faux quand même. Et surtout parce que j'ai fait beaucoup de pré-tests pour les clients pour lesquels j'ai travaillé. Et en fait, c'est comme les sondages. On finit par en faire un peu ce qu'on veut. Et c'est toujours un peu tordu parce qu'en fait, on pré-teste une campagne, on pré-teste un objet qui n'est pas terminé puisque la campagne n'est pas sortie. Donc les gens ont quand même toujours une capacité de projection qui est limitée eu égard aussi au matériel qu'on leur donne. Et en fait, parce que la vie est hyper, rapide, etc., tu pré-testes 2 semaines avant que ta campagne sorte et t'as pas le temps de changer quoi que ce soit en fait. Donc post-tester, c'est différent. Post-tester, c'est essayer de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce que t'es quand même pas le seul détenteur de la vérité. Pré-tester, franchement, moi maintenant que je suis côté annonceur, clairement je dépense pas d'argent là-dedans. Vous allez post-tester? Non. Non, parce qu'en fait, c'est pas ça. C'est que quand je vais récupérer les bilans de performance de la campagne, naturellement, les chiffres vont être un peu mon post-test. Je vais rapidement voir ce qui a performé, ce qui n'a pas performé. Je vais vite voir si claquettes chaussettes, les gens ont plus cliqué ou moins. Enfin, donc ça va être un peu mon post-test. Après, effectivement, encore une fois, alors là pour le coup, c'est très personnel. Mais moi, ça ne fait pas partie de ma méthode. Et tout à l'heure, je faisais allusion au fait que la marque et le produit vivent de manière très proche ensemble. Comment vous travaillez, ou de par tes autres expériences aussi, pour faire cohabiter marque et produit, pour qu'il y ait aussi une harmonisation entre les deux? Alors, tu as entièrement raison de le rappeler, c'est vrai, tout part du produit. Ça, c'est sûr. Vous avez un produit ou un service pourri, la marque ne changera rien à ça. Tu as des exemples, sinon? Produit pourri avec une marque qui a cartonné, non? Non. Non, mais à l'inverse, j'ai beaucoup d'exemples de produits pourris et du coup, ça n'a pas fonctionné. Mais non, tout part du produit. Donc en fait, si le produit ne délivre pas à la hauteur des attentes, c'est pas la peine. La marque, c'est pas le pompier, quoi. On vient pas maquiller et mettre du joli papier peint. Mais du coup, tu travailles avec les équipes produits, l'équipe brand, ça, et c'est un des conseils que tu donnerais finalement aussi sur le fait de faire travailler les équipes ensemble. Ouais, à quel moment finalement? Est-ce que c'est dès le début, dès la conception du produit, plus tard? Quand même dès le début, parce qu'en fait la réalité c'est que la marque elle doit être présente aux toutes premières conversations pour s'assurer quand même de plusieurs choses, pour s'assurer de la pertinence du produit par rapport aux attentes des consommateurs, bien que le product c'est leur boulot de vérifier quand même qu'à un moment donné il y a un market fit, mais c'est fondamental d'être ensemble, je dirais, dans une forme de kick-off. Parce que sinon après, c'est pas un sujet de marque, sinon après c'est un sujet de communication. Et la communication, c'est ce qui arrive malheureusement souvent en bout de chaîne, quoi. Et là, généralement, on nous demande de faire des miracles avec un truc qu'on n'a pas maîtrisé, voilà. Et ça n'existe pas, encore une fois. Donc il faut absolument avoir toujours dans la core team, je dirais, une personne de la marque pour participer à la conversation, s'assurer que stratégiquement c'est au bon endroit et qu'après, effectivement, ça va fonctionner. Et à quel moment, en termes d'équipe, tu vois, justement, j'imagine que venir travailler avec d'autres équipes, tu peux pas être partout toi toute seule, donc il faut s'entourer aussi d'une bonne équipe. Comment tu construis une bonne équipe brand, marketing? Quels sont les postes clés aussi, peut-être à mettre en place, et à quel moment de la vie de l'entreprise? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs postes qui sont clés à mon sens. Je dirais qu'il y a un poste de brand manager dont le métier est de faire beaucoup de recherches et beaucoup d'études, de lire beaucoup d'études pour vraiment comprendre la catégorie au sein de laquelle on joue, pour comprendre les attentes des gens, etc., etc. Et puis pour comprendre qui est la marque et d'où elle vient et arriver à réunir tout ça. Tu as besoin d'une personne qui travaille la com, à proprement parler, et qui te fasse les RP, l'influence, voilà, quelle que soit la façon opérationnelle dont tu veux l'adresser. Et tu vas avoir besoin aussi d'une petite équipe créa très vite quand même. En interne. En interne, ouais. Tu vas avoir quand même besoin d'un concepteur ou conceptrice rédactrice, tu vois, de quelqu'un qui
écrivent tes messages, écrivent ton ton de voix, le travail sans relâche, et d'une personne qui travaille ton branding, donc ton approche, tu vois, design, visuel pur de la marque. Donc tu peux être en équipe tout à fait resserrée. Hein. C'est pas du tout, on n'est pas obligé d'être 40 pour faire de la marque. Hein. Vous êtes combien, vous, chez Welcome? On est 10. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ouais. Mais bon, tu vois, et encore, moi je suis arrivée chez Welcome il y a 7 mois et avant il n'y avait pas d'équipe marque. Donc en fait, j'ai récupéré des électrons libres et on s'est constitué en tant qu'équipe. Mais tu vois. Et comment tu fais évoluer ta marque quand tu scales, quand tu vas à l'international? C'est un autre challenge aussi. Comment tu abordes cette question? Eh bien là, à nouveau, tu t'accroches à ta colonne vertébrale de marque. Donc tu te lances à l'étranger, ok, mais il faut toujours que tu sois certain d'être qui tu es. Donc tu vas quand même garder ce pourquoi tu es là, et puis tu vas beaucoup comprendre les différences culturelles. Oui, je pense qu'il y a une énorme étude de marché à faire. Il y a une énorme étude de marché, il faut être sur place, il faut avoir des gens sur place aussi à un moment donné, parce que lire ça suffit pas. En fait, faut vivre sur place, faut en tout cas avoir des relais sur place qui comprennent ce qui se passe. Moi, je me rappelle quand j'étais chez Made, au départ, j'étais pas au central, comme on le dit, j'étais pas à Londres, j'étais à Paris. Et après, je suis partie à Londres. Mais au début, quand j'étais à Paris et que je discutais avec les Anglais, bon, bah, c'était le jour et la nuit, quoi. Il y a quand même une mer qui nous sépare. Donc, il y avait un truc culturel où vraiment, parfois, je voyais qu'on se comprenait pas. Et moi, quand je leur expliquais, mais vous savez, le produit que vous faites et que vous designez depuis Londres avec des designers anglais, ils suivent une direction artistique anglaise, mais les coussins avec du fluff dans tous les sens, ça ne marche pas chez nous. Ça ne marche pas. Nous, on met pas des papiers peints avec des motifs très étranges sur tous les murs, et etc., etc. Il y avait des différences culturelles de design hyper fortes. Donc, ce qui donnait lieu à des discussions un peu enflammées parfois. Mais non, c'est hyper important de comprendre ce que vivent les gens là où ils sont. Donc comprendre, avoir un socle commun, Ouais. donc ta marque qui vient porter ton entreprise, tout en sachant l'adapter aussi ou la localiser. Voilà. Ça veut dire qu'il faut accepter une forme de flexibilité. Encore une fois, moi je pense que la marque, c'est pas le sujet d'un seul ou d'un tout petit groupe resserré. Il faut aussi accepter qu'à un moment donné, cette marque, elle vive, qu'elle s'adapte et qu'elle mute. Voilà. Et parfois, une marque, elle est... finalement, elle devient quasiment la propriété des consommateurs, des utilisateurs, et elle va vivre aussi par son ancrage dans la société, ce qui est une sorte de achievement finalement. Ah bah quand on arrive là, franchement, on a fait un bon boulot, quoi. Ça veut dire qu'a priori, les gens ont fait le chemin intellectuel, on a su rester simple. Et effectivement, et surtout, je pense qu'on a su créer un capital sympathie. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, quand même, l'intérêt de la marque, c'est de créer un capital sympathie. Parce qu'aujourd'hui, on fait porter beaucoup de poids aux marques, comme on fait porter beaucoup de poids aux entreprises, mais c'est un peu différent parce que aujourd'hui, on attend beaucoup de la part des marques. On attend même parfois qu'elles se substituent au gouvernement perçu comme défaillant, etc. Oui, une marque doit avoir des convictions. Est-ce qu'une marque doit se substituer à un gouvernement? Non, clairement pas, quoi. Enfin, les marques sont quand même là pour entertainer les gens et pour amener une forme de légèreté et un capital sympathie. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas ce capital sympathie, le jour où vous traversez une crise, et vous en traverserez, parce que ça c'est une évidence, ça va être la merde, hein, pardon. Mais voilà, donc le capital sympathie, la légèreté, voilà, à la fin de la journée, nous on a fait une campagne avec un fond jaune, une claquette, une chaussette, choisissez l'entreprise faite pour vous, bah voilà. Non mais t'as raison. Non, mais je suis d'accord. Je te rejoins tout à fait. Merci d'avoir partagé plusieurs tips. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter, peut-être des points de vigilance que tu voudrais mettre en lumière aussi pour donner quelques conseils, des erreurs à éviter? Non, je pense que c'est peut-être juste répéter ce que je disais, c'est-à-dire que la temporalité de la marque, c'est vraiment important. On a envie d'aller super vite, on est dans une société de l'hyper-accélération, c'est super et tout. Hein. Mais en vrai, non. La marque, ça prend du temps, donc il faut l'accepter. Ça, c'est vraiment le truc. Une fois qu'on l'a accepté, déjà, ça se passe mieux. Et puis, une marque, ça se revisite. Ça doit surtout pas être un objet figé, gravé dans le marbre, parce que alors là, c'est la catastrophe. C'est une personne, c'est un objet vivant, donc ça se revisite, ça se repense, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de... Voilà. En revanche, il faut quand même qu'il y ait toujours, je le répète 1000 fois, désolé, mais la colonne vertébrale qui reste la même,
parce que vous pouvez la revisiter, vous pouvez faire de la natation synchronisée et des bébés rollers, mais il faut toujours raconter la jeunesse parce que sinon les gens vous achèteront pas et ils iront acheter Cristalline, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc c'est quand même important d'avoir des marqueurs qui vous suivent et qui sont ancrés, quoi. Super clair. Merci Alice. Si vous avez des questions, tu nous fais le plaisir de rester un petit peu au lobby, juste au premier étage. Donc merci beaucoup. Merci. Merci à vous.